Sommes-nous à la portée des tirs russes? En tous les cas, Emmanuel Macron l'a dit très clairement lors de ses vœux aux armées. Écoutez. La capacité des armées à s'engager à court terme sera améliorée et accélérée. Ce troisième objectif se décline à travers plusieurs lignes d'action. Il s'agit d'améliorer la protection de nos forces, défense surface-air, lutte anti-drone, guerre dans le champ électromagnétique, où nous avons vu à chaque fois des nécessités d'aller plus vite, parce que la compétition est plus forte. Il nous faut ensuite moderniser notre modèle d'armée avec en particulier des drones de tout type pour les trois armées. Et là-dessus, nous devons aller plus vite, car nous avons vu la capacité d'innovation et l'accélération sur le théâtre ukrainien. Et soyons clairs, nous sommes en retard. Bonsoir Général Pierre de Villiers. Bonsoir Madame. Je suis ravie de vous recevoir en plateau. Je rappelle votre ouvrage pour le succès des armes de la France aux éditions Fayard. Est-ce un message 10 ans trop tard de la part du président ? C'est sûr que quand je vois la représentation parlementaire voter les hausses de crédit substantielles, puisqu'on parle de 7 milliards pour cette année et la même chose l'année prochaine, 14 milliards, et qu'en 2017, je me sentais un peu seul par rapport à tout ça, puisque personne ne voyait les États-puissances se rapprocher de nous, le terrorisme islamiste radical, les migrations massives. Personne ne voyait que ce nouveau monde se rapprochait à grands pas. Et je me sentais un peu seul. Alors moi, je ne suis pas rancunier. Vous savez, ce qui compte, c'est la France. Et donc, je me réjouis de voir tout ça. La seule chose, c'est que pour le moment, toutes ces augmentations, toutes ces actions ne sont que des paroles. Il faut des actes. On verra si ce sont aussi des actes. Nous sommes dans un monde où les lignes géopolitiques, les alliances sont de plus en plus floues. Et le Groenland est la nouvelle obsession de Donald Trump. Écoutez-le. Je vais peut-être imposer des droits de douane sur des pays s'ils ne jouent pas le jeu sur le Groenland. Parce qu'on a besoin du Groenland pour la sécurité nationale. Je vais peut-être le faire. Est-ce que vous considérez encore les États-Unis comme un allié, Général de Villiers ? On est dans un monde où on n'a plus que des partenaires adversaires, finalement. C'est la règle. Nous avons été pendant des décennies, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans la force du droit. Et aujourd'hui, c'est le droit de la force. On a changé de logiciel. On le sentait venir. Mais ça s'est accéléré brutalement, notamment par les dirigeants de ces États-puissances. Le président Poutine avec l'envahissement de l'Ukraine, la Chine qui trace de plus en plus autour de son périmètre, et puis le président Trump qui applique finalement ce pourquoi il a été élu, America First, et qui revient à la doctrine de Monroe. On assiste à un monde où chacun finalement est en train de se constituer son périmètre régional. Et ce qui m'ennuie le plus dans ce monde, c'est que c'est un nouveau monde bipolaire finalement. Et les 70 ans de communisme, quelque part, réapparaissent. D'un côté, l'Occident, avec 1 milliard d'habitants à peu près, alignés derrière les États-Unis, qui nous abandonnent vers le Pacifique, et nous nous retrouvons, nous les Européens, seuls. Et de l'autre côté, un conglomérat d'États, puissances, avec des stratégies de long terme, qui n'ont qu'un seul point commun, mais ça suffit pour les unir, la haine de l'Occident et du grand Satan américain. Vous avez assisté à la première réunion Donald Trump-Emmanuel Macron, Général de Villiers. Est-ce que vous aviez déjà vu ce changement de doctrine lors de Trump 1 ? Je raconte ça au début de mon livre parce que finalement, c'est un peu ce qui m'a décidé à écrire. J'avais perçu, j'avais pressenti, dans la même journée du 13 juillet 2017, nous avons eu la réunion le matin franco-allemande avec la chancelière Merkel, et j'étais à côté du président français. J'avais vu cette Europe un peu mécanique, un peu à bout de souffle, en tout cas sans souffle. Et puis l'après-midi, le président Trump, un autre style, 1h15 de réunion, président très imprévisible dans son comportement, parfois même un peu impoli dans son savoir-vivre, et puis finalement très prévisible dans ce qu'il disait, dans sa stratégie. Et j'avais senti, dès ce moment-là, dès 2017, qu'il allait progressivement se tourner, comme ses prédécesseurs, mais en accélérant le mouvement vers le Pacifique et abandonner l'Europe. L'Europe qu'il estimait incapable de se réarmer,
est très contente d'être sous le parapluie américain. Et lui, dans sa doctrine, c'était fini. L'envoi des troupes françaises au Groenland, en soi, vous en pensez quoi? Est-ce que ça sert à quelque chose? Alors, je suis assez partagé parce que, si vous voulez, la façon dont ça a été rendu, un Anglais, quelques Danois, une dizaine de Français, c'était un peu pathétique quand même, ce détachement pour un bras de fer avec les États-Unis. Et connaissant de l'intérieur la mécanique, c'est un harpon, c'est une reconnaissance pour évidemment voir comment on peut faire un peu mieux avec une vraie force militaire, puisque là, ce sont des gens non armés pour l'essentiel. Alors, on ne peut pas ne rien faire. Seule l'inaction est infamante. Mais un bras de fer contre les États-Unis à propos du Groenland, qui se terminerait par un article 5, écoutez, c'est absolument inimaginable. L'OTAN est contrôlée par les États-Unis. Ils financent plus de 50%. C'est la colonne vertébrale de l'OTAN. Je n'imagine pas cette situation comme possible. Nous sommes effectivement dans la gesticulation politique et dans les rapports de force. Vous dites que nous sommes sortis de la mort cérébrale de l'OTAN dans votre ouvrage, mais est-ce qu'on l'est vraiment quand les États-Unis agissent ainsi? Et quelle est la bonne posture à avoir? Est-ce que c'est le daddy de Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, ou est-ce que c'est être ferme et leur dire en fait, vos troupes américaines sur le territoire européen, on n'en veut plus, on va désormais se défendre seul? Quelle posture il faudrait avoir? Écoutez, déjà, réaliser que notre monde a changé et qu'en termes diplomatiques, on ne peut plus faire comme avant, le droit n'est plus respecté. Les organisations internationales mises en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces stabilisateurs automatiques, suivant la belle expression de l'ambassadeur Delattre, ces stabilisateurs ne sont plus efficaces. Donc il faut tourner la page et venir dans la page de la force. Seule la force sera respectée. Et c'est pour ça que, au-delà de la diplomatie, il faut réarmer en accéléré. Réarmer nos armées pour qu'elles soient capables de faire la guerre, pas simplement des opérations de guerre. Réarmer les forces morales du pays pour que nous ayons une unité nationale. Que se passerait-il si nous étions à la place des Ukrainiens en France aujourd'hui? Et puis, il faut mettre en œuvre cette fameuse économie de guerre dont le président a reparlé dans ses vœux. Mais aujourd'hui, c'est une expression, ce sont des paroles. Rien n'a changé dans les procédures vis-à-vis des industriels. On va en parler des industriels, mais j'aimerais savoir, si vous étiez à la place du général Gouasque, par exemple, qui nous représente à l'OTAN, comment vous agiriez avec les Américains? Alors, je le dis dans mon livre, nous, les Européens, ce qu'il faut que nous construisions, ce sont des coopérations interétatiques à géométrie variable sur des projets concrets. C'est ça, l'Europe de la défense. Et moi, je l'appelle la défense de l'Europe. Les mots ont un sens. Le mythe de l'armée européenne, il faut arrêter de faire référence à cela. Car nous perdons du temps. Nous en avons déjà beaucoup perdu avec cette armée européenne. On ne part pas à la guerre avec des troupes fusionnées. On meurt pour son pays, on meurt pour son drapeau, on meurt pour son chef, on ne meurt pas pour une communauté économique. Voilà ce qu'il faut faire. Construire à partir du socle de l'OTAN. Parce que de toute façon, les pays européens membres de l'OTAN restent attachés à l'OTAN. Construire cette coopération européenne et pas cette Europe fédérale qui ne dit pas son nom. Général de Villiers, est-ce qu'elle marche vraiment, cette coopération européenne? Quand on voit par exemple le char du futur, qui pour l'instant patine un petit peu, j'ai envie de dire, pour une histoire de tourelle, où on a envie de dire, nous les Français, nous avons la solution, nous les Allemands, nous avons la solution, et personne ne se met d'accord. Je pourrais vous dire également le European Sky Shield Initiative, qui devait nous protéger au niveau européen de missiles balistiques, qui n'a pas été décidé par les Français parce que ce n'était pas un projet avec de l'armement européen. Quand on voit ça, est-ce qu'un couple franco-allemand marche encore réellement? Alors le couple franco-allemand, parlons-en. On a fait la brigade franco-allemande qui est excellente pour les défilés, mais on ne peut pas l'utiliser en opération puisque la loi fondamentale allemande interdit de faire la guerre. Donc il faut profiter de cette situation où les pays européens commencent à avoir peur. Et vous savez, la peur fait réagir.
le courage fait décider, le sursaut fait gagner. Voilà le sursaut européen que nous attendons en respectant les souverainetés nationales. La souveraineté européenne, ça n'existera jamais parce qu'il faut une nation européenne. Il y a des nations européennes, il y a des pays, il y a des États européens. Et c'est ça qu'il faut profiter de cette situation unique pour faire avancer cette coopération européenne. Mais arrêtez de croire qu'on va pouvoir marcher sur les nations, sur les drapeaux, sur les cultures des pays. Ça ne fonctionnera pas. Et les coopérations dont vous me parlez, elles ne fonctionnent pas parce qu'il n'y a pas un effet politique suffisant. Pour une coopération, il faut 3 qualités. 1, que ce soit meilleur au plan opérationnel. 2, que ça coûte moins cher. Et 3, que ça respecte les souverainetés nationales, notamment au plan industriel. Ces coopérations, elles ne sont pas parties sur le bon pied. On pourrait parler du SCAF également. C'est pas parti sur le bon pied. Parce que l'énergie politique qu'il faut mettre au départ et la clarification n'est pas là. Parce qu'on est dans une ambiguïté. Vous savez, l'ambiguïté, c'est l'ennemi du stratège. On est dans une ambiguïté. On veut construire une Europe fédérale et on ne veut pas le dire. Alors, une ambiguïté, justement, vous me faites réagir là-dessus, parce que l'ambiguïté, c'est aussi notre doctrine nucléaire. Certains spécialistes du nucléaire, dont Bruno Tertrais, que vous citez dans votre ouvrage, disent « trop d'ambiguïté tue l'ambiguïté ». Est-ce que vous êtes pour assumer une doctrine nucléaire? On l'a fait un petit peu avec les Britanniques en juillet, en se rapprochant d'une certaine manière, mais dire très clairement, voilà, on assume désormais de partager notre doctrine nucléaire avec d'autres pays européens. Est-ce que vous êtes pour ça? Alors, moi, je suis totalement opposé à changer ce qu'a mis en place le général de Gaulle, qui est quand même un cerveau intelligent, avec comme concept de notre doctrine de défense l'indépendance nationale, articulée autour de la dissuasion nucléaire et de forces conventionnelles du même niveau de suffisance pour être crédible, parce qu'on le voit bien entre l'Ukraine et la Russie, on peut avoir un conflit, même quand on est doté de la dissuasion nucléaire, un conflit conventionnel. Ensuite, la dissuasion nucléaire telle qu'elle est conçue, elle était à 3 composantes, elle est maintenant à 2 composantes. Le général de Gaulle, il était intelligent. Il savait très bien que quand il allait déclencher le feu nucléaire, ça aurait des conséquences sur l'Europe. Tout est écrit. Cette doctrine, elle est claire. Et il n'y a pas besoin de faire un effet de communication autour de cette doctrine. Tout le monde sait que les pays européens seront concernés. Et encore, à l'époque, c'était encore beaucoup plus net, puisque le Pluton tirait à 300-400 km. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, cette coopération européenne, il faut la construire avec cette confiance que j'appelle de mes voeux. Mais il n'y a pas besoin, aujourd'hui, de rajouter quoi que ce soit à la doctrine de dissuasion nucléaire telle qu'elle est écrite. Je vous l'assure. Le problème de la dissuasion nucléaire, je vais vous le dire, c'est qu'il n'y a que 2 personnes qui connaissent l'ensemble de la chaîne, et c'est le dernier secret de la République. Donc je ne peux pas aller plus loin pour donner mon explication. Mais moi, je sais de quoi je parle, et je vous dis que nous n'avons pas besoin de clarification autre que la doctrine actuelle concernant l'Europe actuellement. Mais nous avons besoin de renforcer notre dissuasion conventionnelle. Jean-Dominique Merchet, que vous citez également, qui est un habitué de ces plateaux, parle de cette guerre de haute intensité. Très clairement, à quel moment vous vous êtes dit « nous sommes obsolètes » et à quel moment vous vous dites « ok, on a besoin de plus de frégates, on a besoin de plus de défense sol-air ». De quoi avons-nous besoin à l'heure actuelle quand vous voyez ce que le gouvernement essaie de faire comme projet à l'heure actuelle? Alors, la prise de conscience, pour moi, du changement de monde à venir, c'est 2015, les attentats. En 2015, je me suis dit, les États-puissances, plus le terrorisme islamiste radical, plus l'émigration massive, ça nous fait un cocktail qui risque de changer l'équilibre du monde. Je n'ai pas changé de discours depuis 2015. On peut reprendre tous mes discours. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui change. Et mon discours était articulé de cette façon à l'époque. En 2017, c'est le différend que j'ai eu avec le président de la République, qui était président de la République, chef des armées. J'en ai tiré les conclusions et j'ai démissionné. Le différend, c'était au-delà de la forme, avec la confiance qui avait disparu après ses propos, mais c'était le fond. Moi, je voyais venir le nuage noir et je sentais qu'autour de moi, dans la majorité politique du moment arrivé en 2017, j'avais du mal à convaincre. Et je sentais ce mouvement.
la prise de conscience détaillée, elle est arrivée ensuite en 2022 avec ce rapport qui est remarquable de Jean-Louis Thiriot et Patricia Miralles sur la capacité des armées françaises à combattre en haute intensité. Je recommande de relire ce rapport, on le trouve sur Internet. Tout est dit dans ce rapport. Je m'en suis beaucoup servi pour écrire mon chapitre concernant le modèle d'armée. Tout est dit. Tout est dit sur nos forces et nos faiblesses. Et sur nos faiblesses, tout est dit. Et en plus, nous savons que depuis, il y a l'espace, les fonds marins, le cyber, la guerre informationnelle, les drones, l'intelligence artificielle. En plus, tout ça s'est accéléré depuis 4 ans que ce rapport a été écrit. Mais ce n'est pas une nouveauté. La nouveauté, finalement, c'est que la prise de conscience politique, elle est maintenant. Et le premier électrochoc, ça a été la guerre en Europe, le retour de la guerre en Europe. Personne n'y croyait. Finalement, ça nous tombe dessus, et voilà. Mais avant ce retour de la guerre en Europe, très franchement, je pense que les hommes politiques vivaient à l'abri des 3 lignes Maginot que je décris dans un de mes chapitres dans mon livre. Mon général, nous avons la dissuasion nucléaire. Mon général, nous serons en coalition. Mon général, nous aurons le temps de remonter en puissance. Et j'explique dans ce chapitre que ce sont 3 lignes Maginot. Et d'ailleurs, c'est la vérité, les faits m'ont donné raison. Le retour des empires, général de Villiers. Vous avez rencontré le chef d'état-major russe, Valéry Gerasimov. Alain Bauer, que je reçois beaucoup sur ce plateau, dit souvent... Il faut remarquable écouter, expert. Remarquable. Comme Jean-Dominique Mercier. Il dit très souvent... Il faut écouter ce que disent les terroristes, il faut écouter ce que disent les dictateurs. Est-ce qu'il y a des mots de Valéry Gerasimov, par exemple, qui vous ont mis la puce à l'oreille sur ce que voulaient les Russes, la stratégie sur le long terme, des choses sur lesquelles on a voulu fermer les yeux à cette époque-là? Oui, je raconte un entretien que j'ai eu en 2011. On était numéro 2 ensemble. Ensuite, il est passé l'année suivante chef d'état-major. Moi, je l'ai rejoint 2 ans plus tard, en 2014, nous avons été chefs d'état-major ensemble. Je le connais bien. Vous savez, les Russes, ils ont une stratégie. C'est la grande Russie orthodoxe à 20 ans. De la même manière que la Chine, c'est la route de la soie, 50 ans. La Turquie, la grande Russie orthodoxe, 20 ans. Et nous avons quoi comme stratégie en Europe? Je voudrais bien la connaître, en dehors d'une stratégie, d'une monnaie unique, l'euro, d'une stratégie économique. Mais nous n'avons pas de stratégie à 10, 20 ou 30 ans. C'est ça qui nous manque. C'est ce que j'explique dans mon livre. Le général Gerasimov, je me suis heurté à lui à plusieurs reprises. Il ne respecte qu'une chose, la force. La force. La force brute. Emmanuel Macron l'a dit, nous sommes en retard, ça ne va pas assez vite, mais la faute à qui? Lui tape sur les industriels. Écoutez-le. Ce début d'année 2026, vous demandez encore davantage. Nous avons besoin de produire plus vite, de produire en volume, de massifier encore davantage avec des systèmes plus légers et de façon innovante. On ne nous attend pas. Général de Villiers, est-ce que les industriels sont en tort ou est-ce que c'est une rigidité administrative, une DGA qui ne fonctionne pas bien? À qui la faute selon vous? Alors, c'est à la fois sensible et très complexe. Alors, un programme d'armement, il y a 3 acteurs. Il y a l'état-major qui exprime ses besoins opérationnels, il y a l'industriel qui fabrique, et au milieu, il y a celui qui traduit les besoins avec des ingénieurs de la délégation générale pour l'armement. Ce système, c'est le même que depuis 30 ans. Les procédures sont pour l'essentiel les mêmes que depuis 20 ans. Nous ne sommes pas du tout en économie de guerre, il n'y a rien de changé. Quand le ministre décide en comité ministériel d'investissement le lancement d'un programme, il faut des mois et des années, le temps que ça arrive, pour plusieurs raisons. D'abord, la bureaucratie, l'administration. Ensuite, la diligence de Bercy pour faire accélérer les choses. C'est généralement pour retarder, puisque ça permet de gagner. Je rappelle que nous avons 8 milliards de reports de charges. 8 milliards. Alors, ce n'est pas 50 vrai, aujourd'hui, le budget de la défense. Il y a 8 milliards qu'on n'a pas payés aux industriels, etc., etc. Donc, il faut changer ces procédures. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut amorcer la pompe pour que les industriels soient sûrs d'être payés. Aujourd'hui, moi, quand je vois les industriels, on a à peu près 9 grands groupes, et puis ensuite, on a des centaines de PME. C'est une machinerie. Et nous avons la chance d'avoir cette base industrielle, technologique et de défense, la meilleure en BITD, Europe. oui. Donc,
Qu'est-ce qu'on attend pour gaver les tuyaux pour que les industriels puissent avoir les commandes? Peut-être un budget. Nous n'avons pas de budget. Ah bah voilà, j'allais vous le Nous n'avons pas dire. de budget. La hausse de 6,7 milliards d'euros ne va pas arriver s'il n'y a pas de budget. Nous sommes dans un chaos politique. Alors, il faut appeler un chat un chat. Nous n'avons même pas de budget. Donc là, dans le meilleur des cas, le budget sera voté fin février, dans le meilleur des cas. Le temps que, ensuite, la procédure administrative arrive à l'industriel, la majeure partie de ce budget, de cette augmentation de 6,7 milliards, ne pourra pas être dépensée. Ce qui permettra à Bercy de les récupérer, parce que eux, ils ont des soucis d'équilibre, puisque nous avons 115% du PIB en dette, 3 500 milliards. Nous sommes dans une situation inextricable. Et donc, c'est l'ensemble du système que vous décrivez qu'il faut changer. Mais ce n'est pas normal. Alors, vous savez, 70, 14, 39, 3 cas différents. Mais il y a quand même un point commun. Crise politique, crise économique, crise sociale, crise financière, endettement massif, incapacité de réarmer, défaite. Et à chaque fois, on accuse généralement les généraux et les industriels. Donc chacun doit prendre sa part de responsabilité. Moi, en 2017, j'ai démissionné. J'étais conscient de ce qui allait se passer. Donc la responsabilité, elle est collective et généralement, c'est le chef. Et le chef, c'est qui ? C'est le pouvoir politique qui décide. Donc il faut changer ce système et que les industriels puissent avancer. Et du côté des industriels, il faudra effectivement qu'on change la logique. On passe d'une logique de vente à l'export à une logique de stock, comme ça se passait avant la chute du mur de Berlin. Parce que sans stock, on ne fait pas la guerre. Si on n'a pas de stock de munitions, de pièces de rechange, de logistique, on ne peut pas tenir à la guerre. Alors au niveau national, je ne peux pas oublier une question, général de Villiers. Une décision a été prise, celle du service national. Le général Pierre Schill, le chef d'état-major de l'armée de terre, me disait sur ce plateau, on y reviendra au service militaire. Vous êtes un grand déçu de cette réforme sous Jacques Chirac. Vous citez dans votre livre le maréchal Lyautey, l'officier et l'éducateur de la nation. Pour vous, ça a une autre dimension, en fait, le service militaire. C'est aussi une cohésion nationale. Oui, moi je faisais partie des rares officiers, à l'époque j'étais jeune, donc mon poids était très limité, qui étaient opposés à cette suspension du service national en 1995. Je voulais professionnaliser les armées, parce qu'on s'était aperçu en 91, au moment de la guerre du Golfe, que c'était nécessaire. Mais les généraux l'ont demandé. Exactement. Mais je voulais maintenir un service national qui soit universel, garçon-fille, et égalitaire, puisque sur les garçons, à peu près 50% arrivaient à passer à côté du système. Sauf dans la Légion. Donc... Je vous fais une boutade. Oui. Donc, moi, je suis très favorable à la mesure annoncée par le président de la République. Je dis simplement qu'une classe d'âge, c'est 800 000 jeunes, que 3 000 cette année, 10 000 en 2030 et 50 000 en 2035, compte tenu de la situation actuelle de notre pays extrêmement fracturé, où l'unité nationale n'existe plus, il faudrait peut-être aller plus vite et plus loin. En tout cas, c'est mon avis. Mais cette mesure est une bonne mesure aussi parce qu'on a abandonné le service national universel, qui était les colonies de vacances avec des jeunes mineurs, quelques jours, quelques semaines, pour la communication. Mais maintenant, vous savez, il y a une différence entre nos partenaires adversaires des États-puissances et les démocraties européennes. C'est que les dirigeants de ces États-là, quand ils disent quelque chose, ils le font. Nous, nos dirigeants, ils parlent, ils se réunissent, ils font des rapports. Maintenant, il faut agir. C'est l'objectif de mon livre. Je souhaiterais que ce sujet soit en première ligne des débats électoraux dans les échéances que nous avons. On ne peut plus s'en passer.